Nous passons maintenant au module 5.2 qui concerne la facilitation du commerce en Afrique. À la fin de ce module, on devrait avoir une définition claire de la facilitation des échanges, l'importance de cette facilitation, discerner les principes fondamentaux de la facilitation, voir comment y arriver et dresser une situation de la facilitation en Afrique. La facilitation des échanges est devenue un instrument essentiel pour l'efficacité du commerce international et le développement économique des pays, en raison de son impact sur la compétitivité et sur l'intégration des marchés et sa capacité grandissante à attirer les investissements étrangers directs. Au cours de la dernière décennie, elle a pris une place prépondérante dans l'agenda politique international, ce qui a abouti à la conclusion de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, ainsi qu'à de vastes programmes d'assistance technique internationale en faveur des pays en développement et des pays en transition. Au cours des dernières décennies, certains pays ont réalisé des progrès importants dans l'inversement des barrières tarifaires et dans l'élimination des systèmes de quotas. Le commerce international s'est développé et la production s'est davantage mondialisée. Parallèlement à cela, les pays en développement, les pays émergents et les pays en transition se sont associés aux chaînes internationales d'approvisionnement et de valeur aux fins d'exportation et d'importation. Les pouvoirs publics ont commencé à se rendre compte que leurs exportations sont largement tributaires de l'efficacité du traitement des importations, d'où la nécessité d'une approche globale et d'une gestion plus efficace des transactions commerciales de bout en bout. Le manque de transparence au niveau des règles et règlements, la longueur et la redondance des processus de dédouanement, les exigences bureaucratiques impliquant des documents multiples dans différents formats avec des éléments de données différents contribuent à l'augmentation des coûts et de la durée des transports commerciaux. Le but premier de la facilitation des échanges est de rendre le commerce transfrontalier, importation et exportation, plus rapide, moins cher, plus prévisible, tout en garantissant sa sécurité. L'idée maîtresse est de simplifier et harmoniser les formalités, les procédures et l'échange d'informations et de documents y afférents entre les différents partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Pour la CIE, l'ONU et le CEFAC-ONU, Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et des transactions électroniques, la facilitation des échanges, la simplification, la normalisation et l'harmonisation du processus et des flux d'informations y afférents, qui participent au mouvement des marchés entre le vendeur et l'acheteur et au paiement de celle-ci. Cette définition de la facilitation des échanges sous-entend que non seulement le mouvement physique des marchandises, mais également la circulation des informations et afférentes ont leur importance dans la chaîne d'approvisionnement. Elle englobe également toutes les organisations gouvernementales qui interviennent dans le transit des marchandises, ainsi que les différents partenaires commerciaux qui participent aux transactions et au mouvement des marchandises. Cette question fait partie intégrante des discussions qui se déroulent à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. La facilitation du commerce peut constituer une source importante de revenus, tant pour les pouvoirs publics que pour les milliers d'affaires. Pour les pouvoirs publics, les avantages se présenteront sous la forme de recettes fiscales accrues, d'une meilleure utilisation des ressources, d'une meilleure conformité au règlement de la part des opérateurs commerciaux. Grâce à un fonctionnement plus efficace et plus transparent des services publics, l'administration pourra maintenir un niveau de sécurité élevé et un contrôle gouvernemental efficace tout en réduisant les risques de corruption. Les opérateurs économiques commerciaux profiteront d'une meilleure prévisibilité, d'une plus grande rapidité au niveau des opérations et de coûts réduits, ce qui rendra leurs exportations plus compétitives sur les marchés mondiaux. Dans l'ensemble, la régulation de délais et de coûts permettra aux pays d'attirer des investissements et favoriser la croissance et la création d'emplois. Les mesures de facilitation des échanges profiteront plus particulièrement aux pays en développement où les exportations de marchandises prennent généralement 3 fois plus de temps que dans les pays développés. On a vu tout à l'heure des camions en poste frontière qui passaient des jours
Par exemple, si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Europe, vous voyez des camions qui traversent toute l'Europe, de la Pologne au Portugal, de la Hollande à la Grèce, avec des autoroutes européennes. Les principes fondamentaux de la facilitation des échanges sont la transparence, la simplification, l'harmonisation et la normalisation. La transparence au sein des pouvoirs publics favorise l'ouverture et l'obligation réditionnelle au niveau des actions du gouvernement et de ses administrations. Cela implique que l'information doit être mise à disposition du public de manière à ce qu'il puisse y avoir accès et l'utiliser rapidement. Il est nécessaire de diffuser des informations concernant la réglementation avant sa mise en application afin de permettre aux parties concernées d'en prendre bonne note et de procéder aux adaptations nécessaires. De plus, les parties prenantes et le grand public doivent être invités à participer au processus législatif et à faire part de leur point de vue sur les propositions de loi avant que celles-ci n'aient force de loi. La simplification. Processus d'élimination de tous les éléments superflus de toutes les ordonnances en matière de formalités, procédures et processus commerciaux. Elle doit se baser sur une analyse de la situation, c'est-à-dire la situation du moment. La normalisation est un processus qui consiste à élaborer des formes de pratiques et de procédures de documents et des renseignements qui font l'objet d'un consensus de la part des différentes parties prenantes. Les normes sont alors utilisées pour aligner et ultérieurement harmoniser les pratiques et les méthodes. L'harmonisation est l'alignement des procédures des opérations et des documents nationaux au moyen de conventions, de normes et de pratiques internationales. Cette harmonisation peut se faire par le biais de l'adoption et de la mise en application de normes similaires à celles des pays partenaires, que ce soit dans le cadre d'un processus d'intégration régionale ou en application des décisions. Comment arriver à la facilitation? La facilitation des échanges doit s'effectuer à 3 niveaux, à savoir national, régional et international. L'élaboration et l'adoption de normes et des accords se déroulent au niveau régional et international, tandis que la mise en œuvre opérationnelle des normes, mesures de facilitation du commerce, y compris ces normes, se fait au niveau national. De nombreuses mesures de facilitation du commerce exigent un processus de réforme et de modernisation qui dépend d'un environnement propice, reposant sur une forme volonté politique et sur des capacités professionnelles de gestion des programmes de gestion du changement. L'environnement propice en question implique différents types d'interventions et d'activités portant sur les différentes dimensions des pouvoirs publics, entre autres. Juridique, organisationnel, technologique, du processus et des personnes. En parlant du processus, on parle de changement au niveau des processus et des procédures liées au commerce et des personnes, c'est le renforcement des capacités de cadres et des fonctionnaires chargés de la mise en œuvre. Si les besoins d'une meilleure infrastructure physique ont leur importance comme l'indispensable achèvement du projet, lieu de 4 décennies de route interafricaine, l'incidence négative sur le coût est surtout due à des déficiences intangibles. La non-application par les États membres des mesures de facilitation des échanges et des régimes de commerce ou l'effet de bureaucratie inefficace et labyrinthique. Les bureaux de douane aux frontières et dans les ports où un temps excessif est perdu en temps mort constitue par exemple un problème considérable. Les pays africains peuvent et doivent prendre des mesures d'envergure pour gagner en efficacité, libéraliser les régimes de commerce, éliminer les obstacles non tarifaires et mettre en œuvre les accords précédents. Résoudre les problèmes intangibles de l'intégration régionale apporte à l'Afrique une aubaine financière et renforcera par la même occasion le développement de l'infrastructure régionale. La volatilité de l'Afrique vers le reste du monde s'est élevée en moyenne à 760 milliards de dollars des États-Unis en prix courant entre 2015 et 2017, contre 481 milliards pour l'Océanie, 4109 milliards pour l'Europe, 5140 milliards pour les États-Unis et 6801 milliards pour l'Asie. Durant la période 2000-2017, la part des exportations de l'Afrique vers le reste du monde était comprise entre 80% et 80% du total de ses exportations. La seule région qui dépend davantage des exportations vers le reste du monde est l'Océanie. En 2017,
Les exportations intra-africaines ont représenté 7,6% des exportations totales, contre 68,1% pour les exportations intra-européennes, 59,4% pour les exportations intra-asiatiques, 55% pour les exportations intra-américaines et 7% pour les exportations intra-océaniques. Les échanges intra-africains, qui correspondent à la moyenne des exportations et importations intra-africaines, se sont élevés à environ 15,2% du total des exportations de l'Afrique pendant la période 2015-2017, alors qu'en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie, les échanges intercontinentaux représentent respectivement 47, 61, 67 et 7% du total des échanges. Les schémas sont assez clairs sur les exportations intercontinentales, sur les échanges intercontinentaux. Depuis 2008, l'Afrique et l'Asie sont les seules régions au sein desquelles les échanges augmentent. En 2016, les échanges intra-régionaux des communautés économiques régionales ont été le plus élevés dans la communauté de développement de l'Afrique australe, SAC, 34,7 milliards de dollars, suivi de la communauté sahélo-saharienne, SENSAT, 12,7 milliards de dollars, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, 11,4 milliards, du marché commun de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe, COMESA, 10,7 milliards, de l'Union du Maghreb arabe, 4,2 milliards, de la communauté d'Afrique de l'Est, 3,1 milliards, de l'unité contre-gouvernementale pour le développement, 2,5 milliards, et de la communauté économique des États d'Afrique centrale, 0,8 milliards. Ici se pose un problème. Quand on prend les pays de la SENSAT, en général, eux tous, ou en majorité, font partie de la CEDEAO, font partie de l'UMA, font partie de la communauté d'Afrique de l'Est, font partie de la CEAC. Donc, est-ce qu'on devrait mentionner la CESAT dans ce cadre? Question mark. Et ici, nous avons le montant des situations en Afrique quand on parle des échanges intra-régionaux. En ce qui concerne la part des échanges intra-régionaux de communautés régionales dans le commerce total en Afrique, en 2016, les niveaux d'intégration étaient de 84,9% dans la SADC, 59,5% dans la COMESA, 58,4% dans la SENSAT, 56,7% dans la CEDEAO, 51,8% dans l'UMA et 49% dans l'IGAD, et seulement de 48,8% dans la communauté de l'Afrique de l'Est et 17% dans la CEAC. Pendant la période 2015-2017, les 10 premiers exportateurs intra-africains étaient le Swaziland, 70,6%, la Namibie, 52,9%, le Zimbabwe, 51,6%, l'Ouganda, le Togo, 51,1%, le Sénégal, 45,6%, Djibouti, 41,9%, le Lesotho, 39,9%, le Kenya et le Malawi. Les 10 pays en la plus faible exportation intra-africaine étaient le Tchad, la Guinée, l'Érythrée, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, la Guinée-Bissau, le Libéria et l'Algérie. Partie des échanges intra-régionaux des communautés régionales dans le commerce en Afrique en 2016. Le gâteau est bien partagé et on voit que la CEAC est vraiment à la traîne par rapport aux autres communautés régionales. La question de fond qui se pose au pouvoir public s'agissant de l'intégration du commerce régional en Afrique, de savoir pourquoi les résultats ont été si limités et ce qu'il y a lieu de faire pour développer les échanges commerciaux en Afrique, bien intra-africains. Un potentiel considérable dans ce domaine demeure inexploité à cause des entraves liées aux infrastructures et aux politiques. Les réseaux d'infrastructures en Afrique accumulent les retards par rapport à d'autres pays en développement et se caractérisent par des chaînons manquants. Les coûts de transport, considérés comme des facteurs bloquant la facilitation, sont d'une grande proportion des marchandises. Les coûts de transport d'une grande proportion des marchandises, en parlant des facteurs bloquants de la facilitation, se traduisent par une augmentation des prix de la consommation pour les biens importés et affaiblit la compétitivité des exportations sur les marchés extérieurs.
Les coûts de transport d'une grande proportion des marchandises se traduisent par une augmentation du prix à la consommation pour les biens importés et affaiblit la compétitivité des exportations sur les marchés extérieurs. Des coûts de transport élevés limitent la participation des pays au commerce international. Il n'est donc pas étonnant que l'Afrique en général et l'Afrique subsaharienne en particulier, où les coûts de transport sont les plus élevés, représentent aussi la part la plus faible dans le commerce international. Le rapport économique sur l'Afrique, CIA 2004, montre l'impact très négatif du coût de transport sur le commerce, en particulier pour les pays enclavés. À distance égale, les coûts de transport pour les pays enclavés sont en moyenne supérieurs de 2000 dollars aux États-Unis à ceux des pays non enclavés, soit une différence estimée à 35%. Globalement, les retards enregistrés aux douanes africaines sont en moyenne plus importants que dans le reste du monde. 12 jours en Afrique subsaharienne contre 7 jours en Amérique latine, 5,5 jours en Asie centrale et de l'Est et un peu plus de 4 jours en Europe centrale de l'Est, et constitue un coût énorme pour les importateurs pour chaque jour d'entreposage en douane. Il faut ajouter à ces retards les tracas liés aux services qui paraissent des entreprises privées et les échanges commerciaux. Toujours en parlant des facteurs bloquants, les obstacles non tarifaires sont l'ensemble des mesures et politiques commerciales autres que les tarifs ayant des effets de distorsion. Au sens strict, les obstacles non tarifaires sont des restrictions quantitatives, telles que les quotas, explicitement reconnus comme étant des obstacles au commerce. Au sens large, il s'agit de mesures déloyales ou d'abus de certaines politiques commerciales, telles que les obstacles techniques au commerce et les politiques gouvernementales déloyales. Les autres obstacles non tarifaires sont les pratiques illégales et les violations de la réglementation multilatérale en vigueur. Parmi les domaines potentiels où l'on pourrait rencontrer des obstacles non tarifaires imputables et des prescriptions techniques liées à l'évaluation en douane. Toujours pour les facteurs bloquants, les obstacles naturels sont les coûts commerciaux liés au transport, la hausse des coûts de transaction induits par les infrastructures, les coûts supplémentaires dus à une bureaucratie excessive et inefficace, les frais additionnels dus à des services commerciaux non concurrentiels. Ces obstacles sont de deux types, les coûts de transport et divers facteurs liés au manque d'information de la part des vendeurs ou des acheteurs. Toujours pour les facteurs bloquants, dans les obstacles naturels au commerce sont généralement traités dans le cadre de la facilitation des échanges et englobent les opérations physiques d'expédition, les procédures d'importation et d'exportation, les technologies de l'information et de la communication, exigences en matière de paiement et normes commerciales internationales. Barrières artificielles assimilables aux obstacles non tarifaires, les barrières artificielles s'entendent de toutes les politiques qui créent ou accentuent les différences de prix. La synthèse des barrières les plus restrictives, infrastructures commerciales. Dans de nombreuses régions du monde, les progrès dans le transport et les communications en face de la mondialisation, la pollution, en réduisant le coût, la division de la chaîne de pollution en différentes composantes. Certains pays en développement ont ainsi pu élargir et diversifier le commerce en jouant un rôle majeur dans le partage de la production. Le transport. Au plan de l'infrastructure, le transport constitue probablement la principale entrave au commerce dans la plupart des pays africains. En Afrique, toutes les formes de transport, routier, ferroviaire, maritime et aérien, ainsi que les routes d'accès au marché des produits agricoles sont généralement onéreuses. Les routes. Le coût de transport des marchandises le long des principaux corridors commerciaux de l'Afrique est extrêmement élevé, 100 à 300 dollars US la tonne, et les délais sont exceptionnellement longs, jusqu'à 15 jours dans certains cas. Cette situation s'explique en partie par la faiblesse de l'infrastructure routière, dont les tronçons régionaux importants nécessitent divers types de travaux de réflexion. Cependant, les questions immatérielles d'ordre réglementaire et social sont encore plus importantes. Chemin de fer. Alors que de nombreux pays et régions utilisent le rail pour le transport de marchandises, le recours à ce moyen de transport a nettement régressé en Afrique au cours des 30 dernières années. Ce recul s'explique en grande partie par la libéralisation et la concurrence du transport routier. Les efforts visant à améliorer les voies ferrées en Afrique ont été entravés par l'insuffisance du volume de fret nécessaire pour générer les revenus permettant de les rentabiliser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans peu de pays, le rail est devenu carrément une histoire.
Énergie. L'alimentation électrique est un autre problème sérieux dans le domaine de l'infrastructure qui augmente les coûts de production. L'infrastructure de production d'électricité en Afrique n'assure qu'une partie des services produits ailleurs dans le monde en développement, d'après de nombreux exportateurs d'Afrique. L'absence de fiabilité de l'alimentation électrique est l'un des plus gros problèmes qui perturbent les activités. L'éthique. L'introduction de technologies de l'information et de la communication en Afrique a été entravée par l'absence de cadre réglementaire approprié et l'insuffisance de l'infrastructure, l'un des problèmes les plus pressants auxquels font face les entreprises qui tentent de percer sur le marché d'exportation concerne le coût et l'accès à l'Internet, notamment les connexions à large bande et par satellite qui sont nécessaires pour la transmission de données à haut débit optique. Ce que les gouvernements africains doivent faire pour avoir les principes de succès de la facilitation, harmoniser et réformer les normes de transport et les politiques commerciales, appliquer les accords commerciaux régionaux et simplifier les règles d'origine, mobiliser la volonté politique en faveur de l'infrastructure d'intégration régionale, poursuivre la construction de postes de contrôle juxtaposés au niveau des différents postes frontières sur les principaux corridors. Les défis des PCJ concernent la réduction de la pauvreté, l'amélioration des services de transport régionaux, la réduction des coûts de transport et de transaction, la promotion du commerce interrégional et intrarégional, la facilitation du mouvement des personnes, des biens et des services, ainsi que la promotion de l'intégration africaine. Les PCJ doivent contribuer à la facilitation des formalités aux frontières dans le contexte de la ZLECAf relatif à la libre circulation des personnes et des biens qui constitue le socle de l'intégration. Toujours dans les processus de succès de la facilitation, l'objectif de la mise en œuvre des postes de contrôle juxtaposés est d'assurer une meilleure facilitation du commerce grâce à la combinaison des activités de développement au même endroit en vue de réaliser des économies d'échelle, de simplifier les procédures douanières, d'accroître la coopération et la coordination, les contrôles, d'encourager le partage de données et de renseignements, ainsi que de renforcer la lutte contre les fraudes. Cela entraîne également une efficacité accrue des contrôles transfrontaliers grâce à un meilleur partage de données, coopération conjointe et d'initiatives de gestion des risques. Ce que les pays du G20 peuvent et doivent faire, barrières non tarifaires, aider les pays à améliorer et à moderniser les systèmes de procédures de douane, de transit, notamment en établissement de postes frontières à guichets uniques et en améliorant la facilitation du contrôle frontières intérieures, et développer les stations de stockage, réforme de la réglementation, appuyer les réformes réglementaires, coordonner et mettre en place des institutions de réglementation régionale à mesure que les pays investissent dans l'infrastructure régionale et libéralisent le commerce des services. Appui au CR, appuyer l'accélération de la rationalisation des CR et de l'harmonisation des programmes, notamment le processus de négociation et de mise en place de la zone de libre-échange entre le COMESA, la CAE et la SADC. Renforcement des capacités. Les ressources supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la capacité des entreprises locales à satisfaire aux exigences de qualité des produits, à renforcer leur compétitivité et être capable d'intégrer les chaînes de l'offre régionale et mondiale. Accès au marché. Une initiative du G20 visant à libérer l'accès au marché dans toute l'Afrique en supprimant les droits et les quotas permettra de renforcer les échanges intra-industriels et d'attirer davantage d'investissements étrangers directs. Infrastructures commerciales. Compte tenu des coûts élevés de la préparation des projets régionaux, il convient d'augmenter les crédits pour élaborer des projets d'infrastructures régionaux bancables à l'intention des maires de fonds publics et privés. Je vous remercie de votre attention.